Salut les Marc, salut les Smart, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue à Friday Night. SmackDown, le 1170e du nom, ça se passe à Nashville, Tennessee, USA, à la Bridgestone Arena, au commentaire Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Lucien Jones des podcasts, je suis votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour décrypter ce monde merveilleux du show bleu, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode de la semaine, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'ininvisible, l'indestructible Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Bah écoute, ça va, un dimanche un peu grisâtre, mais heureusement nous avons au bout du tunnel la lumière bleue qui s'agite du studio pour nous dire c'est le temps de faire la review de SmackDown. Il est temps de bosser, bordel, là, au lieu de demander. Bon, un dimanche payé triple, hein, mec. Hein. Ah bah attends, c'est la fête du slip, là, 3 fois plus que d'habitude, on va te payer, merci patron. Exactement. Alors, peuple de catch-up, si vous n'étiez pas un peu au courant de l'actualité de la semaine, je vous encourage à aller écouter la review de Monday Night Raw. Maintenant, on a quitté le vaisseau amiral du show rouge pour se retrouver dans le monde du show bleu. Et vous savez par qui le monde de show bleu, il est dirigé depuis un paquet de temps maintenant. Et ben, c'est tout simplement la Bloodline. Et c'est donc les cousins de Roman Reigns, les Usos, qui viennent sur le ring et qui sont là pour reconnaître le plus grand champion universel de toute l'histoire de la WWE. Alors Jay va clamer haut et fort que Roman Reigns a détenu le titre depuis 508 jours. Il nous parle, c'est Jimmy qui va nous parler de comment Kevin Owens, Seth Rollins ou Brock Lesnar n'ont pas réussi à tenir le titre aussi longtemps et donc ils vont accueillir en grande pompe la tête de la table sur le ring. Le chef de la tribu est là. Énormissime, Roman Reigns descend la rampe, arrive sur le ring, demande à Nashville « Acknowledge me ». Jimmy, il nous explique qu'ils vont regarder un peu les moments forts. On va avoir un gros package sur l'histoire du champion de la WWE, le plus dominant et le plus décoré de l'histoire. Grosse vidéo package. Je sais plus à qui j'en ai parlé. Je crois que c'était à Raw où effectivement il y a eu un. Je sais pas si tu l'as vu, Papy. Tiens, je vais m'arrêter là-dessus un instant. Il y a eu un énorme aussi vidéo package de 15 minutes quasiment sur Bobby Lashley et Brock Lesnar, assez phénoménal. Alors là, c'était bien plus court, hein, mais c'était juste le temps, en fait, vraiment de montrer quelque chose. Moi, je sais pas, tu l'as vu, Papy, ce package vidéo à Raw? Bah oui, je l'ai vu, mais je sais pas qu'il a duré 15 minutes. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'il m'a pas marqué du tout, en fait, ce package. Ah ouais? Je sais que je l'ai vu. Bah écoute, pour le coup, avec le patron, on en a parlé longuement. Parce que il y avait beaucoup de choses dedans et voilà sur les carrières universitaires à l'UFC, enfin ou en MMA en général de la part des deux et tout, donc c'était assez intéressant. On avait décortiqué un peu la vidéo. Là, on parle de la tête de la table, hein, donc 508 jours les amis, hein, vous imaginez bien, 508 jours, ça rigole pas. Il y a une vidéo qui est diffusée donc qui nous montre un peu le règne du titre de Roman. Là-dessus, la musique de Seth Rollins va retentir. Il se demande un peu quel genre de fiesta ça pourrait être sans Seth Rollins. Il va féliciter Roman d'être le plus ancien, le plus long reigning champion universel en titre, mais que malheureusement ce titre, ce règne va bientôt prendre fin, hein, puisque ils peuvent aussi célébrer le fait que voilà, c'est Seth, il veut ce titre et il va rien lâcher. Il va expliquer à Roman qu'il a envoyé les Usos à Raw pour faire le sale boulot la semaine dernière, enfin lundi, parce que oui, les Usos sont intervenus en toute fin de show à Monday Night Raw. Il trouve que c'est dommage parce que si Roman il avait un message à envoyer, il avait son numéro, il aurait pu lui envoyer un texto. C'est pas cool. Il raconte que il devrait célébrer un peu les plus anciens champions de tag team SmackDown de l'histoire d'Euro, en l'occurrence les Usos. Alors ça c'est vrai aussi, hein, puisque on parle du règne historique de Roman Reigns, mais les Usos sont en train de faire la même chose. Seth il nous explique que les Usos, c'est un peu la pierre angulaire de la lignée, quoi. Ce que si on enlève les pneus à Roman Reigns, c'est un peu les Usos, tout se casse la gueule, un peu comme lui et Moxley l'ont fait quand ils étaient dans le Shield. Il va bien prononcer il va pas dire Moxley, il va dire Mox. Et donc il faut faire une célébration avec les Usos. Il va vouloir faire chanter au public Uso, quoi, pour que les fans chantent avec lui.
Roman va lui dire bon écoute petit frère Little Brother quoi hein, et, si c'est John Cena qui lui a écrit sa promo ce soir quoi. Euh, donc ça se vanne un peu entre les deux. Euh, et Seth en fait va leur proposer tout simplement de s'affronter dès ce soir et il peut se trouver un partenaire et battre ainsi les Usos et s'il y parvient les Usos seraient bannis des abords du ring lors du match du Royal Rumble. Là-dessus, Jay va accepter le défi. Il va dire à Seth que personne est en coulisses et assez fou pour venir faire équipe avec lui. Seth lui explique que ouais, il a raison, ouais, il y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais finalement, une musique retentit, et la musique, c'est tout simplement notre Québécois favori, c'est Kevin Owens. Kevin Owens qui sort avec cette grosse embrassade. Roman va demander de couper la musique tout de suite, hein. Il dit que tant que le chef des tribal a pas donné son accord, c'est pas bon, quoi, hein. Donc, il va demander de faire monter les enchères. Si Seth perd ce soir, ça signifie qu'il perdra son match au Royal Rumble et que Roman aura juste droit à des vacances jusqu'à WrestleMania. Seth Rollins va accepter sans sourciller cette dernière stipulation pour le match. Ainsi est booké le main event de ce Friday Night SmackDown, mon papy. Mais oui, voilà un opener qui nous fait la totale, qui nous fait le rappel de pourquoi Roman est le plus grand, le rappel de pourquoi Seth Rollins sera son opposant au Rumble et quel est le lien entre les deux, le rappel de qu'est-ce qu'on va voir dans le reste du show, les Usos ils sont forts et voilà, et puis t'as même le petit rappel à Raw avec Kevin Owens qui débarque. Je sais pas toi, moi je t'avouerais que moi j'étais pas bien réveillé peut-être. Mais j'ai pas du tout imaginé que Owens puisse venir en fait. C'était aussi parce que j'étais conditionné en mode bon bah on est à SmackDown donc il peut pas être là. Ça faisait plaisir de le voir parce que pour le coup c'est assez logique et plus le public a plutôt accroché de le voir débarquer. Le reste la pro et sympa ils s'envoient des fions entre les l'un et l'autre entre Reigns et Rollins c'est rigolo. Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'était plutôt pas mal. Ça permet, ouais, ça permet une certaine continuité. Je pense que le public de SmackDown était plutôt content d'avoir Seth Rollins, c'était attendu, mais d'avoir Kevin Owens présent. Donc moi je trouve que c'était plutôt bien joué. Ça a bien bataillé au micro, donc du coup le segment était bien digeste. C'était globalement plutôt sympa. Donc et puis ça nous assure déjà un gros match de qualité sur le main event. Donc ça c'est plutôt cool pour la suite des événements. Allez, on continue. Avec Madcap Moss et Happy Corbin qui sont qui sont sur le ring vont nous faire une petite promo en expliquant que voilà ils ont battu tout le monde. Ils ont battu Drew McIntyre la dernière fois. Madcap Moss il a battu Kofi Kingston. Madcap il va raconter une blague pourrie sur Kofi. Kofi va décider de s'amener et il s'amène avec qui? Eh ben il s'amène avec Biggie. Alors on est vraiment dans l'Invitational Brand puisque là on a les mecs d'Euro qui débarquent de partout et en l'occurrence c'est Biggie qui accompagne Kofi Kingston et donc on est parti pour un match qui va durer pas loin de 8 minutes et Madcap Moss au départ en fait va prendre le dessus pas mal sur Kofi, il va le mettre à terre, il va l'envoyer dans le coin. Kofi va réussir à s'en sortir en lui collant un dropkick. Là-dessus, Corbin va monter sur le tablier du ring, va distraire Kofi et Madcap va en profiter pour le frapper par derrière. On va jeter Kofi à l'extérieur du ring. Madcap il va même projeter Kofi vers les marches du ring aussi quoi, mais qui va sauter par-dessus, va sauter les marches et hop sur Madcap, là, Biggie vient filer un coup de main et vient lui aussi jeter Happy Corbin dans les marches du ring qui décidément font leur boulot ce soir. Madcap va réussir à remonter au milieu entre les cordes. Finalement, Kofi va reprendre un peu le dessus. Alors, c'est bizarre parce que les deux, Corbin et Madcap Moss, par moment, ils me semblent un peu brouillons, alors que bon, on sent que on sent que Biggie et Kofi, les mecs, ils ont tellement l'habitude de bosser ensemble que limite ils auraient un bandeau sur les yeux, ça serait à peu près la même chose. Je sais pas. Enfin, tu vas me dire après ce que t'en penses, là, parce que je suis en train de m'écarter, en fait. Et du coup, notre ami Kofi Kingston, quand même, va réussir à prendre le dessus sur Madcap, va le contrer à plusieurs reprises, et va réussir à venir coller son Trouble in Paradise sur le côté de la tête. Il obtient le pin pour le compte de 3. Victoire des New Day face à Madcap Moss et Happy Corbin. Clean, mon papy. Attends, et c'était pas les New Day, c'était juste le Kofi contre Matt Capos. Ils sont pas rentrés, Corbin et Biggie de mémoire. Ou alors j'ai rien suivi. Tu me fous le doute Non, là, non, tonton. ouais.
Bah écoute, en fait, si tu veux, c'est bizarre parce que effectivement, t'as raison. Oui, c'était un 1 contre 1, mais en fait, sur la carte que j'ai, en fait, ils sont annoncés en tag team. Donc c'est pour ça que D'accord, non, mais pour moi, c'est un Et, contre. La semaine et en prochaine, on aura un tag team, en fait. C'est annoncé un peu plus tard. et en fait, le plus marrant, c'est que finalement, j'ai fait que parler de McCap Moss et de Kofi. Ah oui, mais Et c'est que normal, il y a que eux qui sont. et voilà. Et le seul moment où il s'est passé quelque chose avec Biggie et Corbin, c'était à l'extérieur du ring, évidemment, sur les fameuses marches. Et c'est pour ça, moi, que tu vas parler de bonnes combinaisons entre Biggie et Kofi. Je sais, bah, attends, il était pas là, il se battait pas, Biggie, c'est quoi cette histoire? Mais bon, c'est pas, effectivement, t'as plus de complicité entre les deux, forcément, ils ont quand même 10 ans d'histoire derrière. C'est mieux que les un mois de Corbin et Moss. Bah, ça remet un peu les pendules à l'heure parce que Kofi s'est fait battre par Moss la fois dernière. C'est un petit peu bizarre parce que c'est quand même un ancien champion du monde face à un débutant. Après, on est en mode Rumble là, et on le sentira un peu dans tout l'épisode. T'as besoin c'est toute la up mid-card là, qui est en train d'être remise un peu sur le devant de la scène en leur montrant non, mais en fait, c'est pas que les tocards, ils savent catcher aussi. Et donc, bah, ce match-là rentre dans ce contexte. Oh, un petit coucou de Summer Rae aussi, tiens, qui est rousse maintenant, mon papy. Summer Rose, et oui, la légende Summer Rae. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Que j'ai pas senti la foule en transe hein, quand Ah elle est non, passée à mais l'écran. je pense que tout le monde s'en fout et même elle, je sais pas si elle était pas un peu gênée quoi d'être là quoi. Après, elle est du coin donc Oui, oui, c'est pour bah, ça, c'est pour ça, ça c'est lui parce que représente beaucoup. c'était une régionale de l'étape, c'est pour cette raison qu'elle était présente. Allez, on va dans la Tag Team Division féminine, ou plutôt dans la Low Mid Card féminine, puisqu'on va avoir le rematch de la semaine dernière entre Aliyah et Natalia. Alors vous rappelez, la semaine dernière, peuple de catch-up, Aliyah avait établi un nouveau record du monde en battant en 3 secondes 17 Natalia. Là, cette fois, elle va avoir un match un petit peu plus sérieux qui va durer 2 minutes 10. Pas grand chose à en dire. C'est Natalia qui va prendre un peu le dessus en fait sur la première minute et puis après ça va vite se dégager. Elle va quand même avoir droit à un near fall. Aliyah va réussir à s'en sortir. Elle va se dégager, elle va réussir à coller une belle droite et elle va frapper dans le coin à plusieurs reprises Natalia. Finalement, Natalia va donner des coups de pied dans le coin à Aliyah alors que l'arbitre est en train de compter 1, 2, 3, 4, 5. Et ben qu'est-ce qu'il fait l'arbitre du coup? Bah il appelle la cloche et du coup Aliyah remporte le match par DQ. Natalia va continuer à cogner sur Aliyah, mais ça va déclencher une entrée. Et quelle entrée? C'est l'entrée de Xayali, la chinoise qui débarque, qui arrive sur le ring. Elle va donner un gros coup de tatane dans la gueule à Natalia qui va la mettre à terre et qui va la faire sortir. Là-dessus, les babyface vont célébrer. Elles sont contentes. Aliyah remporte son deuxième match en 2 semaines face à Natalia. Papy, que du bonheur. Bah, on est en train d'introduire un peu les petites nouvelles de SmackDown. Ça fait pas de mal parce que ça manquait un peu de profondeur de roster, notamment côté féminin. Donc du coup, bah, c'est la brave Natalia qui s'y colle. Il y avait eu un semblant de premier contact entre Natalia et Shali il y a quelques semaines. Ça remonte un peu, sans lendemain. Et donc là, ça y est, ils ont l'air de vouloir le faire démarrer. Euh, bon, tout à l'heure, je parlais de personnes qui étaient mis en avant pour le Rumble. Là, par contre, on est plus sur je pense, plus long terme. Et donc, du coup, ouais, j'attends pas grand-chose de ces filles-là pour le Rumble dans 10 jours là. Ces filles-là, elles vont être dans le ventre mou du Rumble match. Et puis voilà, non, mais c'est pas plus mal, ça anime un peu la division féminine à SmackDown. Après, le problème, c'est que les matchs ne ressemblent à rien, sont archi courts. Donc bon, c'est difficile de se faire une idée véritablement sur le niveau catch d'une Aliyah, une Xiali qui n'a toujours pas véritablement catché. J'espère qu'elle va avoir un vrai spot au Rumble et qu'on va pouvoir un peu la voir en action. Mais c'est vrai que là, il s'y passe pas grand-chose. Allez, on va directement dans la Tag Team Division, où là, on va avoir un match, papy, entre les Viking Raiders et les Los Lotarios. Un match qui va être également comme le précédent, 2 minutes 20 à 10 secondes près, à peu près la même chose. On se demande même si les mecs vont vraiment avoir le temps de faire quelque chose de vraiment sympa, quoi. Mais en 2 minutes 20, bah c'est pas trop possible. Donc finalement, les Viking Raiders vont prendre le dessus assez rapidement. Double team de la part
de nos amis Viking Raiders pour le Viking Experience sur Garza. 1, 2, 3, victoire sans grande folie de la part des Viking Raiders. Sans grande folie, mais encore une fois, on a le sentiment qu'ils sont en train de rebuilder des gars. En fait, et c'est marrant parce qu'en plus, les Viking Raiders, il y a 2 semaines, ils se faisaient latter assez facilement, par Corbin et Moss d'ailleurs. Et là, d'un coup, tu les vois challenger numéro 1, donc il faut leur refaire gagner des matchs. T'as l'impression qu'ils ont pris un peu le build des rosters à l'envers côté SmackDown, puis qu'ils sont en train de se rattraper là. Donc du coup, bah, on rebooste un peu les Viking Raiders, comme on avait reboosté un peu Aliyah et certainement Chiali à venir. Bah c'est pas plus mal. Après, j'espère que c'est pas juste pour qu'il y aura de la continuité dans l'affaire, quoi, que c'est pas juste pour un coup et qu'une fois le Rumble passé, on reviendra dans les bonnes habitudes du show bleu. Ouais, c'est sûr. Alors c'est pas du tout ce qui est proposé là. Le problème pour moi, si tu veux, c'est que c'est vachement faible par rapport à ce qui a été proposé, par exemple à Monday Night Raw cette semaine, au niveau de la Tag Team Division, quoi, où c'était vraiment super chouette lundi soir. Là, ça me semblait un truc remplissage d'antenne et assez expédié. Alors comme tu dis, le principe bien pour ces deux équipes-là, c'est que ça leur permet quand même d'avoir du temps d'antenne dans un énorme show vu par plus de 2 millions de téléspectateurs, donc c'est toujours bien. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'en termes de catch pur, bah on voit pas grand-chose quoi. Donc bon, écoute. Non, mais Euh, on en reparlera, mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a eu un espèce de gros boost faut qu'on mette un max de gens à l'écran. Et donc, du coup, effectivement, t'as pas mal de matchs et de segments courts. Mais bon. Et en même temps, on se plaignait de SmackDown les semaines d'avant qui montrait plus grand monde. Donc, ouais, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Ouais, c'est ça, ouais. C'est effectivement, il faudrait trouver un petit peu plus d'équilibre dans cette affaire parce que moi, je trouve que enfin, les matchs de 2 minutes 10, 2 minutes 20, si tu veux, on s'en mange quand même beaucoup, quoi. En particulier à SmackDown. Et ça, moi, ça me gêne toujours un petit peu, quoi. Après, bon, oui, effectivement, les Los Lotarios ou les Viking Raiders, si on prend, c'est des équipes de mid-card. Ils ont besoin effectivement de ce temps d'antenne. Donc eux, je pense qu'ils crachent pas dessus et je le comprends tout à fait. Mais en tant que téléspectateur, je suis pas super convaincu de l'efficacité, quoi. Mais bon, écoute, on va voir. Est-ce que ce qui va suivre est tout aussi efficace, mon papy? Alors déjà, Championship Contenders Match. Charlotte Flair va affronter Naomi. Ah, la fameuse stipulation des Contenders Match avec le champion dans le match. Comme j'aime ça. Alors juste avant que la cloche ne sonne, c'était Charles Robinson qui était prévu en tant que referee. Et ben non, ça va pas se passer comme ça parce que Sonya Deville va monter sur le ring, va prendre le t-shirt de notre ami Robinson et elle décrète qu'elle sera l'arbitre du match et demande à faire sonner la cloche. Et on est parti et on va avoir un bis repetita pour le troisième match puisque là on va avoir droit à 2 minutes 25. Alors ça monte de 5, 10, 15 secondes où de toute façon, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de match tellement Charlotte semble complètement au-dessus. Naomi va avoir un peu le début du match pour elle, mais ça va très très vite se retourner. Naomi va vouloir tenter un dropkick, mais Flair va l'attraper par les jambes et va lui faire d'abord un Boston Crab. Naomi, elle va s'en sortir, alors que Flair, elle va la rechoper, tenter son figure four. Naomi se ressort d'une deuxième de cette deuxième soumission, va réussir, elle va repousser Sonia en fait, hein, parce qu'elle va avoir avec Sonia Deville, ça se passe pas comme il faut quoi, évidemment. C'est une arbitre à la mort moelle comme dirait l'autre, hein, ça va pas du tout quoi. Et du coup, elle va repousser Sonia qui va tomber à l'extérieur du ring. Naomi va en profiter pour coller le rear view à Charlotte, la couvrir, mais Sonia, eh ben, elle est debout à l'extérieur et elle bouge pas. Alors le public compte 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 30. Bref, Naomi aurait dû gagner le combat depuis bien longtemps. Elle crie sur Sonia et pendant ce temps-là, bah Flair, qu'est-ce qu'elle fait? Bah la Charlotte, hein, elle se laisse pas comme ça. Elle va venir coller un bon coup de genou par derrière, puis va mettre le figure fort pendant que, comme par hasard, Sonia tout à coup remonte sur le ring et appelle la cloche. J'ai même pas vu, mon papy, tu me diras, mais alors moi je t'avoue que j'ai même pas vu Naomi taper en fait. Ah bah non, Donc c'est voilà. son histoire. Victoire de Charlotte, screw job Ah quasiment oui. de Sonia Deville et Naomi n'aura pas son title shot face à Charlotte. Ouais, alors, je sais pas, peut-être on pourrait compléter avec le petit segment qui vient plus tard avec Sonia Ah bah et Adam vas-y, Pearce. vas-y, enchaîne. Juste, est-ce qu'un peu plus tard, en fait, on verra Adam Pearce et comment il s'appelle le vieux là? Ah merde alors, l'ancien de la WCW. Eric Bischoff.
Eric Bischoff, hein, il m'a totalement échappé d'un coup. Donc, bref, Eric Bischoff et Pierce qui sont les vestiaires en train de tchatcher. Là-dessus, t'as Sonia Deville qui arrive avec son grand sourire toute heureuse d'elle et et Bischoff qui lui dit non, mais c'est pas cool ce que t'as fait, c'est pas très professionnel. Et Pierce confirme en disant non, mais c'est vraiment pas professionnel du tout. Et donc, du coup, tu auras un match 1 contre 1 contre Naomi la semaine prochaine, Sonia Deville, Naomi. Voilà, donc non, mais je complète juste parce que du coup, euh, si ça s'était juste limité au match avec euh, euh, Sonia qui arnaque Naomi en ne comptant pas le tomber et en lui faisant en la faisant taper alors qu'elle a pas tapé, ça aurait été bis repetita à chaque fois et sans conséquence, ça aurait été un peu chiant. Là, le fait que ce soit complété par finalement enfin une sanction, parce que j'allais dire c'est pas possible, dire s'il va encore laisser passer ça, mais c'est pas possible. Et non, non, il y a quand même une sanction derrière, donc ça y est, on a enfin la confrontation entre les deux. Attention, je me réjouis pas trop non plus parce qu'on a déjà eu le cas et au final il y avait une intervention de toute la clique de Shayna Baszler et tout le bordel. Mais là en tout cas, ce segment-là, il y avait une certaine logique. Mais non, non, Naomi n'a Ah pas ouais, ouais. tapé. Je la défends. Elle n'a pas tapé, hein, donc c'est bien, tu me confirmes bien, mais moi je suis d'accord avec toi sur la logique. Voilà, il y a tout à fait, au moins, voilà un truc qui se tient, qui est lié dans un match de catch, etc. Donc ça a pour moi un peu plus d'intérêt que ce qui se passait jusqu'à présent entre Naomi et Sonia. Donc à la rigueur, pourquoi pas, tu vois, je valide beaucoup plus ce genre de choses. Ce que je ne valide pas, moi, c'est la stipulation. Moi, c'est stipulation à la con là de Championship Contenders Match, mais vraiment, mais je n'adhère même pas une seconde, je ne comprends pas ça. Et si, bah, Je... c'est pour rajouter un peu sur. De toute façon, Charlotte parle challengeuse et on a besoin de rajouter un peu de d'arnaque, enfin de sentiment que Naomi fasse arnaquer. Oui, oui, bien sûr, oui, non, mais je comprends le Non, contexte. mais Oui, voilà. oui. Et si tu veux, non, mais je comprends tout à fait le contexte sur le moment du show et tout ça, quoi. C'est juste que cette stipulation, d'une manière générale, en fait, j'en veux pas, quoi. Et je veux que ça soit pas utilisé comme ça, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est vraiment, une des aberrations à la WWE depuis à peu près 2 ans là. C'était quelque chose qui n'existait pas avant, quoi. Et vraiment, là, ce truc-là, moi, c'est un des trucs vraiment, moi, pour moi, ça passe pas des masses, quoi. Après. Effectivement, enfin un peu de cohérence avec Sonia Deville et Naomi. Bon, ça change un peu quoi. Puis pendant ce temps, la Queen, elle continue à botter des culs à tout le monde quoi. Oui. Business as usual for Charlotte. Allez, on se retrouve en coulisses. En coulisses, on va voir Kayla Braxton qui va être avec Kevin Owens et Seth Rollins hein, qui vont se taper un peu la rigolade. Seth, il explique pourquoi il est prêt à mettre elle demande à Seth en fait pourquoi il est prêt à mettre son titre en jeu. Owens il décide de répondre que ouais, si c'était pas pour les Usos, ce serait lui le plus grand champion universel en titre de tous les temps. Euh, Rollins, il lui dit que bah, voilà, Owens dorénavant est devenu un homme honnête, ouf, 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 que le risque vaut la récompense. Qu'ils sont en mesure de battre Roman avec les Usos, quoi. Et même s'il est en tête à tête avec Roman, il se souvient d'un vieux dicton la mort, les impôts, et Seth Rollins qui bat Roman Reigns. Alors je sais pas, c'était un espèce de dicton à l'américaine. Tu connaissais ce dicton, mon papy? Ouais, ben je crois qu'il c'est un dicton qu'il utilise souvent, ça, il y a trois choses sûres dans le monde, la mort, les impôts, et puis je sais plus c'est quoi le troisième, mais bon, en l'occurrence, je pense que c'est souvent ça, il utilise la troisième chose pour varier et dire qu'il y a C'est trois pas choses sûres dans le monde. Je sais pas si ça vient pas d'un truc, alors fact-checking, pas le catch-up, mais dans mes vieux souvenirs, je me demande si IRS et le Million Dollar Man utilisaient pas plus ou moins ce truc-là. Et si Seth Rollins l'a pas amélioré, En tout cas, c'est un truc bonifié. adapté, ouais, ouais. Ouais, tu vois, j'ai déjà entendu en fait cette phrase à chaque fois qu'il la sort, je me dis ah mais où que c'est que j'ai entendu ça. Donc peuple de catch-up, tiens, c'est un bon fact-checking ça. Si vous arrivez à trouver quelle est la ref de Seth Rollins dans cette promo, ça m'intéresse. Allez, Sami Zayn arrive sur le ring, il nous explique qu'il va prouver que tout ce que Johnny Knoxville peut faire, bah lui, il peut le faire mieux. Il a installé une table sur le ring avec plein d'armes d'autodéfense quoi. Il va attraper un taser qui va qui va mettre sur son mollet et il va se taser avec. Il va nous expliquer que bon, c'était pas très amusant, mais que c'était plutôt facile. Il va le mettre au niveau 2, il va se remettre un coup de taser. Là, apparemment, ça paraît beaucoup plus compliqué. Il va tomber un peu dans les cordes, un peu assommé par le taser. Là-dessus, il va choper, il va expliquer qu'il va prendre le niveau de tension que Johnny utilisait lui-même. Apparemment, donc moi j'ai pas vu l'émission, mais apparemment il devait faire ça. Et il va mettre le taser droit sur son cœur. Et
et il va tomber dans les cordes, notre ami Zayn, sous le coup du choc. Là-dessus, Johnny Knoxville va débarquer sur le ring, va expliquer à Sami qu'il était inquiet, quoi, qu'il se demandait qu'il était inquiet que Johnny se moque de sa profession. Alors il appelle ça une profession. euh, et euh, et du coup, il va regarder, il va regarder les armes autour de lui, il va trouver qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors les fans apparemment sont à fond, hein, ça scande Johnny dans tous les sens. Et en fait, il prend le taser et il se rend compte que bah tout simplement, il était sur off, que Sami il avait fait que de la comédie et finalement, il va réussir Johnny pour la deuxième fois, je crois, papy, hein, va réussir à faire passer par-dessus la troisième corde Sami Zayn en prévision du Royal Rumble du 29 janvier. Voilà, c'était le passage du guest dans ce SmackDown. Ouais, après l'avoir tasé quand même, parce qu'en Après fait, l'avoir tasé, oui, j'ai oublié de dire oui, Johnny il il l'a rallume tasé, le oui. taser, Oui. il tase Zayn. Alors moi, pour le coup, j'ai pas du tout accroché parce que ça faisait vraiment trop faux, et donc du coup, j'ai pas accroché à ce segment-là. Manifestement, ça a quand même bien marché avec le public, qui a bien aimé à la fin le payoff avec Johnny qui fait passer, qui tase Sami Zayn et puis ensuite il passe par-dessus la troisième corde. Donc je vais pas non plus voilà, si ça marche avec le public américain tant mieux. Moi personnellement, j'ai pas accroché des masses quoi. Par contre, j'ai plus envie de te parler d'un truc que j'ai a priori la citation dont on parlait tout à l'heure, ça serait Benjamin Franklin qui aurait dit en ce monde, il rien n'est certain à part la mort et les impôts. Voilà monsieur. Ah, je ne savais pas que Benjamin Franklin avait un jour porté un slip Ah bah, c'est le dans, premier catcheur hein, finalement. dans le Squared Circle, mais bienvenue à lui dans la communauté catch, dans la Voilà. communauté Bravo Benji. wrestling. Ouais, BF pour les intimes. Allez, on continue. On va juste évacuer ça parce que il y aura eu un micro segment avec Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura ne va pas dire un mot. Il porte quand même la ceinture intercontinentale. Il a encore le droit, ça, mais ne dira pas un mot. Il va y avoir un tout petit échange entre Boogs et Jeff Jarrett, un Hall of Famer qui est là. Et voilà, une série Double J. Bon, non mais Nakamura. Là, je sais pas. Le segment doit durer 25-30 secondes, pas plus, quoi. Et de toute façon, j'ai envie de dire que toute l'attention est portée sur Rick Boogs. Oui, oui, c'est un peu que ça et Nakamura ça revend plus rien. Il est là dans le fond de l'image là. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc moi j'annonce flop pour Nakamura. Ouais, bah, écoutez, enfin, en tout cas, les amis, ce qui est bien embêtant dans tout ça, c'est qu'il a une ceinture sur l'épaule et que ça, vraiment, ça restera quand même une des grandes incompréhensions de l'année 2021-2022, le traitement du titre intercontinental. Allez, on retourne dans le ring pour l'avant-dernier match de la soirée qui va avoir s'opposer pour la deuxième fois de suite. Sheamus qui affronte Ricky Labelli. Et on va avoir un grand match de 25 minutes. Et ben non, on va avoir un match de 3 minutes 20. Mais surtout, le fait notable, c'est que Sheamus est accompagné à nouveau par Erich Holland qui semble être revenu de blessure. Alors est-ce qu'il est vraiment apte à catcher On n'en est pas vraiment sûr hein, pour l'instant quoi. En tout cas, il est de retour à l'antenne et on va avoir un match plus court que celui de la semaine dernière. Finalement, toujours aussi sympa quoi, avec deux grosses oppositions de style. La puissance du Sheamus. Alors le Sheamus, je l'ai revu là, je l'ai vu dans le Rumble 2012 qui gagne en 2012. Et finalement, je constatais qu'il n'avait pas énormément changé et qu'il était dans la même shape, que les années n'avaient pas beaucoup de prise sur lui, hein, sur l'Irlandais, 10 ans plus tard, après sa victoire au Rumble. Et ne fait-il pas partie quand même des peut-être du top 5 favoris là au Rumble Il est quand même dans un gros move le Sheamus. Alors le match va être sympa. Ricky va avoir ses offenses, mais ça va pas, ça suffira pas parce que Sheamus est beaucoup trop puissant pour Ricky la belle vie. Sheamus sur la fin en fait va réussir à coller un gros coup de genou. Après un énorme plongeon suicidaire de notre ami Ricky, Sheamus va lui mettre un coup de genou et va le remonter sur le ring et finalement va lui coller un gros drop kick pour finir comme il finit à chaque fois. 1, 2, 3. Victoire de l'Irlandais. On sait pas trop où ça va, ça. Hein. Moi, j'ai pas trop d'explications, à part le fait que bon, on nous montre de la mid-card et on nous garde un Sheamus puissant. Ouais, un Sheamus puissant. Alors, tu disais ce qui est favori pour le Rumble. J'arrive pas à me positionner là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop puissant en fait finalement. Et, et quand tu es
tant mis en avant que ça avant le Rumble. J'ai plus l'impression que c'est pour dire que quand tu te feras éliminer au Rumble, bah ça sera important en fait. Et Ouais. j'ai ce sentiment-là avec Sheamus que, alors bien sûr, moi je suis à fond pour lui, bien sûr, hein, Sheamus. Et j'ai surtout maintenant avec McIntyre qui est out pour blessure et qui devrait rater le Rumble, il me semble. Bah si t'as envie d'avoir un mec qui envoie un peu du gros physique, et ben à part Sheamus, il y a plus trop de profils qui soient à la fois aussi imposant, mais aussi comment dire dynamique en fait. Tu vois, un Homos va être très imposant. Par contre, je le vois pas faire ce que fait Sheamus, quoi. À part lui, bah Lashley, elle sera pas là, elle sera dans un autre match. Lesnar sera dans un autre match. Reigns sera dans un autre match. Des mecs comme ça avec ce physique-là dans le match, j'aurais pu à part Sheamus. Donc, bah, j'espère qu'il aura son temps d'antenne. Par contre, je pense que qu'il sera éliminé et que ça donnera un peu de gloire à celui qui l'éliminera. Peut-être d'ailleurs, comment il s'appelle? L'ami Ricky la Belgie là, je trouve plus son nom, Ricochet. Peut-être parce que lui, par contre, il est aussi régulièrement montré à l'écran et bah il tire sa gloire un peu finalement de battre des plus gros que lui, donc ça sera peut-être l'occasion. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, bon, c'est moi ça fait ces deux-là me semblent bien placés en tout cas dans la carte côté SmackDown. On les voit comme très régulièrement en ce moment. Ça a l'air d'être les gars sur qui ils vont compter pour la suite de la saison. Oui, oui, j'ai bien l'impression ouais, qu'ils ont l'air de compter dessus, hein. Donc là-dessus, j'ai pas de doute. Donc c'est pour ça que si tu veux, je me pose pas mal de questions sur le positionnement de l'Irlandais dans la carte. Il est en mid-card à SmackDown, qui est le plus grand show de la scène mondiale du catch international. Donc est-ce que quand même, hein, il a une belle exposition, il a fait une belle année 2021. Moi, je reste assez confiant malgré tout. Et je le vois bien avoir un rôle intéressant, en sachant que Drew McIntyre en plus est out. Donc je le vois bien avoir quand même un rôle intéressant au Rumble, sachant qu'en plus, de toute façon, Sheamus c'est un gros worker pro vétéran, donc ils ont besoin dans le Rumble, puis ils ont besoin comme ça d'un ring général, surtout en particulier dans les phases où il y a pas mal de catcheurs sur le ring. Donc c'est pour ça que j'ai aucun doute sur le fait que Sheamus va avoir un rôle très important lors de ce match. Espérons, espérons. Par contre, il y en a un qui lui ne marque pas des points dans la up mid card, c'est Cesaro qui est totalement disparu. Ah ouais, ouais, Cesaro, alors là, ouais, ouais, Cesaro, et c'est clair que ça, là-dessus, où est passé notre ami Cesaro? En tag team avec mon tour. Alors, en tag team avec tout le monde, un petit peu, en fait, hein, le pauvre Cesaro, hein, donc, je sais pas, on verra la suite, quoi. Allez, eh ben, écoute, on est arrivé à notre main event, et là, on va avoir un vrai gros main event avec un vrai gros match de catch, un All-Star match, moi, j'ai envie de dire, hein, puisque Kevin Owens, Seth Rollins, versus The Usos, un match de 15 minutes. Donc en plus les Usos qui célèbrent à la télé officiellement un peu eux aussi leur plus long règne de l'histoire de champion tag team à SmackDown. Et là, on va avoir la totale. Hein. Là, mon papy, quoi, c'est avoir un main event comme ça en finish. Bon, c'est sûr que quand on vient de s'enfiler 3, 4 matchs consécutifs entre 2 minutes et 2 minutes 30, eh bah, c'est sûr que là, tout à coup, on rentre dans du vrai catch. On rentre un peu dans de genre de main event en termes de longueur, etc. que propose Monday Night Raw. Et là, tout de suite, bah, ça fait la différence, quoi. Donc là, on a un très très gros match avec deux équipes. Alors peut-être que Kevin Owens et Seth Rollins sont une équipe un peu neuve, qui se connaissent pas trop, etc. Mais bon, vu la qualité intrinsèque et individuelle de chacun des deux catcheurs, il y a pas trop à s'inquiéter. Et puis de l'autre côté, bah, c'est les Usos, donc ça déroule, ça envoie du super kick, ça envoie des prises spectaculaires. Seth Rollins aussi va nous gratifier d'un suicide dive entre la troisième et la deuxième corde là, mais de l'espace. Va venir se fracasser en haut des épaules, quoi. Et la tête qu'il fait en sortant, parce que c'est ça aussi. Ce qui est fort là, c'est qu'on a des mecs qui, en termes d'expression de visage, font tout vivre, font tout ressentir. Et vraiment incroyable toute cette phase. Et puis le Kevin Owens. Alors le Kevin Owens, bah vous avez le droit à la totale. Kevin Owens avec sa senton, Kevin Owens avec sa souplex, Kevin Owens avec son cannonball, Kevin Owens qui monte sur le haut de la corde.
Kevin Owens qui finalement quand même va réatterrir sur le ring, mais c'est Jay qui cette fois, alors là Jay aussi va avoir toute une phase où ça va super kicker dans tous les sens. Il va renvoyer d'une souplesse, il va monter sur le tablier du ring et il va envoyer Owens à terre pour lui coller un espèce de stomp. Je l'avais rarement vu faire ça d'ailleurs, Jay. Et finalement Owens va remonter sur la côte, va tenter une sentinelle. Jimmy va contrer avec les genoux. C'est Jimmy cette fois qui va contrer avec les genoux et qui va donner un super kick pour que Owens s'en aille à l'extérieur. Là-dessus, ça va se régler un peu entre Seth et Jay. Seth et Jay sont sur le tablier du ring. Je sais plus comment ça se passe, mais je crois que c'est Jay. Alors, enfin, c'est ça qui est compliqué avec les jumeaux. Faire du play-by-play avec les jumeaux Uso. Un des Usos, ça serait rare, c'est rare, c'est rare. Ouais, faut dire, un des Uso a fait ci, un des Uso a fait ça. Mais finalement, quand même, ils vont prendre à plusieurs occasions sur la fin de tentative de tomber sur Seth et Rollins. On y croit jusqu'au bout. Alors, je vous rappelle quand même, il y avait quand même un enjeu sur ce match parce que si les Usos sont bannis au Rumble, ça sera pas la même chose. Et puis de l'autre côté, s'ils sont en vacances, ça sera pas la même chose non plus. Enfin, en particulier Roman Reigns. Et finalement, comment ça se termine? Oui, ça se termine avec Jay qui va réussir à venir coller un super kick à Seth Rollins. Owens va remonter sur le ring pour venir coller à Jay un stunner. Réponse de Jimmy qui donne un super kick. Donc là, on est dans le spot fest à la fin du match. Ça envoie des super kicks, des Falcon Arrow. Tout le monde met tout le monde. On met du power bomb, du pop-up power bomb aussi au passage. Breaknecker de la part de Seth. Finalement, Seth va frapper au sol. On pense qu'il va placer le tombé pour la victoire. Mais Roman Reigns va débarquer et va venir coller un gros Superman punch à Seth Rollins. L'arbitre va sonner la cloche. Donc du coup, il y a victoire par disqualification pour Seth Rollins et Kevin Owens. Ainsi s'achève sur un visage particulièrement énervé de la tête de la table le monde merveilleux du show bleu. Papy, est-ce que tu as goûté à ces 15 minutes? Ouais, ça fait plaisir, ça du catch effectivement avec quatre gars de confiance de la WWE, quatre spécialistes un peu du main event. Alors même les Usos c'est plus rare, mais bon ils en auront quand même fait dans ces 10 dernières années, donc là-dessus il y a pas de souci non plus. Owens et Rollins, alors je sais pas, il me semble qu'ils sont quand même bien potes dans la vie, et je me demande s'ils n'ont pas travaillé ensemble à la Raw à l'époque. En tout cas ils y étaient à la même période. Donc pas impossible qu'il ait déjà quelques habitudes de ce moment-là. Le match en lui-même, alors c'est marrant parce qu'en fait, tout en regardant le match, je me disais, c'est quand même marrant que tu sois obligé d'aller chercher deux gars d'euros pour faire ton main event de SmackDown, quoi. C'est aussi ça le contre-coup du travail qui a été fait à SmackDown ces dernières semaines où ils ont pas trop construit autre chose que Roman Reigns et Lesnar en plus. Et du coup, tu te retrouves avec pas grand-chose derrière et t'es obligé d'aller chercher un Raw pour avoir de l'opposition. Bon, il y a cette mauvaise construction. Il y a aussi le fait qu'ils aient perdu coup sur coup et McIntyre et Woods qu'ils ont perdu aussi sur blessure et qui étaient pas mal poussés côté chaud bleu. Donc du coup, ça donne un peu ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage et j'espère que le rattrapage qu'ils sont en train de faire en mid-card dont on a parlé tout au long du show permettra de demain avoir des main events avec des Sheamus, avec des Ricochet, avec des Kofi et avoir un show bleu qui soit un peu plus étoffé en termes de roster en termes de mecs compétents dans le roster. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'il a fallu faire venir là de la superstar de Monday Night Raw pour combler un peu le trou. Après, moi, je pense qu'il y a quelques excuses à donner à la WWE aussi. Ils ont beaucoup d'absents, des blessés, du Covid. Faut gérer tout ça, c'est pas évident. Donc, ils font peut-être un petit peu aussi avec les moyens du bord en ce moment. On s'en est presque à se demander d'ailleurs s'ils vont réussir à avoir les 30 et 30 pour les deux Rumble matchs féminins et masculins du 29 janvier. Mais bon, Masculin c'est rare. ouais, Mais pour féminin. pour l'instant, ça a l'air de tenir la route en tout cas, donc on va bien voir. Mais au final, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça a permis d'avoir un match All-Star en main event. Moi franchement, j'ai trouvé ça tellement génial, tu vois, que je l'ai regardé le samedi matin en version originale et je me suis refait la version en replay avec la version Ajus et Chero de AB1. Tellement j'ai trouvé le match vraiment c'était génial quoi. Voilà, ça c'est du grand catch. Ça fait plaisir. La fin, c'était sûr de toute façon. Même, je t'avoue, même l'intervention de Roman Reigns, moi par contre, j'en ai presque été un peu déçu
Parce qu'il vient, il colle un Superman Punch et puis ça s'arrête là-dessus, quoi. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait eu un peu plus d'interaction, que vraiment Roman Reigns rentre un peu plus dans une grosse bagarre. Ça fait longtemps, tu vois, qu'on n'a pas eu un peu un gros brawl où vas-y, ça part un peu quand, dans le Enfin, pas la public, semaine ça part prochaine. un peu. Voilà, ouais. Donc j'espère que effectivement pour les Go Home Show, on va avoir droit à quelques jolis brawls, quelques belles bagarres pour nous chauffer à bloc pour le Royal Rumble. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait ce 1170e Friday Night SmackDown et c'est comme ça que va commencer Papy son top flop note. Oh! Alors le flop Nakamura, hein, on l'a déjà dit, voilà, il y a pas de souci. Ouais, c'est acté. C'est acté, c'est de base. Et en plus, tu vois, le même le peu qu'il fait, il fait que ça se passe mal finalement. Donc là, il traîne avec son. J'aurais préféré même pas le voir du tout, là, plutôt que de le voir traîner derrière Boogs et Jeff Jarrett. Il veut enterrer le plus bas possible la ceinture intercontinentale. Il fait tout pour ça. Et donc, boum, Shinsuke Nakamura, surtout quand tu sais que tu as des Zayn et Sheamus qui aimeraient bien être champion intercontinental. Bref, voilà, c'est scandaleux. Mon top, qu'est-ce que ça va être mon top? 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 Bon, le Domain Event, voilà, je vais pas prendre de risques. Du bon catch, quatre bons gars. Et ce que j'ai pas dit dans la review, c'est que en plus ça ouvre de nouvelles choses. Alors déjà, ça permet de raffermir le lien Owens Rollins, qui pour moi pourrait servir dans le futur parce que je ne vois pas Rollins aller au-delà de ce pay-per-view pour l'histoire avec Reigns. Et en plus, ça donne enfin de l'intérêt à finalement à la confrontation Reigns-Rollins parce que moi je l'avais dit, je suis pas l'histoire des anciens Shields, je m'en fous, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Par contre, de dire que bah voilà, Reigns s'en sort toujours par une intervention des Usos, les Usos seront bannis, que peut-il se passer? Bah ça donne un poil d'intérêt à cette rencontre. Voilà. Donc ils ont réussi grâce à cette histoire à redonner de l'intérêt. Et ma note, bah j'ai plutôt apprécié le SmackDown en fait. Si je le prends en tant que tel et que je me dis pas que ça fait plusieurs fois qu'ils nous font le coup pour au final ne rien en faire derrière, je vais prendre du plaisir. Allez, je vais être optimiste et le juger tel qu'il est. Je lui donne un 3,25 du coup, parce que mine de rien, il y a pas mal de gens intéressants dans le truc, il y a du temps d'antenne pour un peu tout le monde. Là, je vois des choses sympas se sourire vers le Rumble, puisque je vois les Viking Raiders qui sont bien replacés, je vois euh, les j'ai envie d'y croire et donc j'y crois. Bravo, 3,25. 3,25. Bon, écoute, moi j'ai pas signalé, mais sur les dark match, donc sur le dark match d'opener et le dark match d'après pour le public là de Nashville, il était sympa. Hein. Alors, le dark match avant, c'était LA Knight qui affrontait Roderick Strong, figure-toi. Mhm. Et LA Knight, je crois que c'est une des premières fois là qu'il est utilisé comme ça sur SmackDown. Et c'est LA Knight qui gagne. Et par contre, encore un All-Star match, puisque il y avait un Dark Six-Man Tag Team match, et c'était Seth Rollins et le New Day qui affrontaient la Bloodline au complet, mon papy. Yes, Joli? ouais, ça c'est un petit cadeau pour les fans, ça, Ouais, bien sûr, bien mais sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour dire, voilà, ça c'est ce genre de line-up, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, quand tu viens à la salle et que t'as un match comme ça, c'est toujours agréable, quoi. ouais, après, ouais, ils peuvent pas le montrer à l'antenne, forcément, ce que encore que, on sait pas, mais la Bloodline, ils la sortent quand même rarement à l'antenne, en fait, hein, la Bloodline complète. Ils doivent se la Ah ouais. garder vraiment déjà pour les fans. Le petit cadeau de fin de show à chaque fois. Puis comme ça, on a déjà vu des vidéos qui traînaient où t'as Roman Reigns qui remercie le public derrière. Donc, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que c'est aussi populaire parce que la Bloodline, on n'en parle pas. Mais les mecs, les Usos et Reigns, ils sont censés être les pires heels du roster, mais ils sont acclamés partout, hein, les Usos, les Usos comme Reigns, hein. On chante leur nom, on reprend leur catchphrase. Ils sont vraiment ultra populaires et je pense que le fait que ce soit eux qui concluent à chaque fois le show a peut-être un lien avec ça. Euh, mais bon, voilà,
c'est bien. Et puis, bah, pour les petits jeunes, enfin les petits jeunes, hein, c'est pas des petits jeunes finalement. LA Knight et Strong, ils ont déjà plus de 35 ans, je crois, tous les deux. Bah, c'est aussi des gars chez NXT qui sont, dont tu te dis qui sont soit là pour encadrer les jeunes, soit ils devraient être au niveau dessus en fait. Alors, Strong, j'aime pas sa tronche, mais il a quand même un passé qui fait que normalement il devrait pas traîner à NXT quoi, ou là en tant que coach. Mais il doit pas être là. C'est pas un jeune espoir, lui. Il y a rien à formater. Il a déjà roulé sa bosse partout. Et les Knights, c'est pareil, que son physique et son expérience dans le ring et au micro, il a rien à faire à NXT. Après, voilà, tu as deux politiques. Soit tu te dis, je peux en faire quelque chose dans le main roster et je tente le coup. Soit tu les indiques comme futur coach au Performance Center et du coup, ils accompagnent les jeunes pour les faire progresser. Et ça peut être bien aussi, hein, parce que les autres jeunes de NXT sont vraiment très bruts. Donc, bon, bah, à voir, mais c'est un peu comme Pete Dunne et Ciampa, quoi. C'est des gars, tu sais que de toute façon, ils ont rien à faire à NXT, en termes de progression. Ils sont plus là soit pour encadrer, soit pour passer au niveau supérieur. Ouais, puis ça donne quelques petits indices aussi peut-être à semer sur le Royal Rumble match. Peut-être que tu vois, on va avoir un Ciampa qui va peut-être entrer dans le Rumble, pourquoi pas, peut-être. Enfin, il y a plusieurs noms comme ça d'anciens NXT dont on se demande un peu ce qu'ils vont passer. Tu vois, il y a donc c'est bien. Moi, je trouve que ça laisse des pistes un peu à droite à gauche et puis ça laisse enfler la rumeur pour ce Rumble match. Et du coup, on va avoir une dernière semaine haletante et hypante, j'espère, avec des chouettes go home show quoi. Alors du coup, moi, mon flop, en fait, je vais mettre un flop un peu général. Moi, en fait, tu vois, il y avait 6 matchs sur la carte et moi, je trouve que c'est trop. Si tu fais 6 matchs, mais qu'en fait il y en a 4 ou 5 qui font 2 minutes, entre 1 minute 50 et 2 minutes 30, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc soit on met que 4 matchs sur la carte et on fait des vrais matchs, ou alors si on a besoin de glisser un petit squash pour des raisons scénaristiques, etc. Ben allons-y, mettons un petit squash, un truc de 30-40 secondes. Moi ça me dérange pas ça. Mais après quand c'est totalement toujours au détriment du catch et puis bah il faut bien le dire, hein, c'est toujours au détriment soit des femmes, soit de la mid-card. Ou quand c'est dans le show bleu, c'est la tag team division qu'on pâtit. Là, l'exemple criant avec les Lotarios et les Viking Raiders. Donc ça, moi vraiment, ça me chagrine et ça me gêne pendant les shows, quoi. Surtout quand tu vois certains segments. Enfin bon, je vais pas revenir dessus parce que ça aurait été eux mon flop. De toute façon, ça aurait été Madcap Moss et Happy Corbin, quoi, s'il y avait pas eu cette histoire des matchs. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui me, surtout quand je vois comment ils délivrent la marchandise quand ils sortent un vrai grand match. Et pour moi, bah voilà, le main event, c'était mon top aussi. Ce sera le main event parce que voilà, 15 minutes de grand catch avec 4 mecs qui s'envoient à fond, 4 super workers. Enfin, c'était que du bonheur. Là, il y avait de la ceinture sur le ring, il y avait du palmarès, il y avait de l'ancienneté. Je revoyais Jey Uso qui faisait son premier Rumble, je crois que c'est en 2012, où il le fait tout seul parce que Jimmy est blessé déjà à l'époque et à l'époque, tu vois encore, tu sais, il est encore un peu en mode Maori quoi, avec le haka, avec le petit boxer et quand Oui, on voit non? où il est 10 ans plus tard, comment? Ils étaient un peu grassouilles en plus à l'époque, non? Ouais, à l'époque ils étaient moins fit, hein. Ah ouais, carrément, hein, carrément, hein. Ils étaient carrément moins fit à l'époque. Hein. Mais c'était assez intéressant et Jey Uso il fait une belle performance dans ce Royal Rumble match 2012. Hein. Il reste un moment au moins je crois au moins il va se faire éliminer en septième position, enfin en septième ou huitième en avant de tu vois dans l'ordre des croissants quoi. Mais c'est enfin il fait une performance pas mal quoi. Et C'est des bons catcheurs, hein. ouais, c'est des bons catcheurs, quoi. Il y a pas à chier. Hein. Donc du coup, il délivre la marchandise et on a eu un super main event de SmackDown, ce qui va faire que ma note, moi, je vais mettre un 3. Voilà, c'était divertissant. Il y a quelques trucs sur lesquels je queen ou je grince, mais globalement, ça va, c'est pas mal, quoi. Il me tarde là d'avoir les Go Home Show de de cette semaine là, voir un peu où ils vont nous emmener, s'ils vont nous faire vraiment un truc sympa. Euh, tu vois sur voilà moi j'attends vraiment des Gomme Show vraiment un truc enlevé quoi, un truc qu'on ait le feu et qu'on arrive sur ce Royal Rumble énorme. T'as les petits favoris là sur les Rumble match féminin masculin là à l'heure actuelle, papy? Alors moi, féminin, je reste sur Bianca Belair. Ouais. Qui Ah c'est. ouais. Alors, j'en ai deux en fait. J'ai Bianca Belair en back-to-back parce que je trouverais que ça serait une belle histoire et puis que et ça s'écrirait bien par rapport au fait que Becky l'évite à chaque fois. Et j'ai mon autre favori
Et, je lance tout de suite. Attention, préparez-vous, c'est Alexa Bliss. Parce que Alexa Bliss, mine de rien, elle revient avec le petit rappel à la rivalité avec Charlotte, avec l'histoire de Lily, tout ça, et que c'est Charlotte qui lui a pourri Lily. Et du coup, bah, comme ils sont dans deux rosters différents, je vois pas la manière de les faire se croiser, hormis avec ce genre de trucs. En plus que Charlotte est dans le Rumble, donc du coup, ça permettrait genre Charlotte qui est la dernière et qui se fait éliminer par Bliss, par exemple, ça pourrait être sympa. La cote de Bliss remonte de semaine en semaine me concernant, surtout qu'elle est pas annoncée. Moi, je la vois bien en entrant de surprise. Chez les hommes? Et côté homme, bah, je visais sur McIntyre, donc du coup, bah, c'est un peu foiré. Bah, du coup, moi, je vais suivre une théorie que j'avais lue sur le Discord. Je ne sais plus qui l'avait mis, qui me semble finalement de plus en plus intéressante au fur et à mesure des semaines. Et ben, ça serait Lesnar. Lesnar qui se ferait voler par Reigns dans ce match avec Lashley et qui du coup rentrerait pour reprendre gagner le Rumble et se mettre en direction de Reigns pour le WrestleMania parce que du Ouais. coup ça semble tellement écrit qu'ils vont se faire face l'un à l'autre. Le ceinture à ceinture, je le sens vraiment pas. Je crois que ce serait pas une bonne idée. Et donc du coup, ça permettrait à la fois d'enlever la ceinture à Lesnar et puis directement de le remettre sur la route de Reigns. Donc Lesnar et Bliss, on va dire. Allez, vas-y, on va tenter deux côtés. Des grosses cotes, tu tentes, hein. Ah, deux qui Énorme. sont pas annoncés dans le Rumble. Donc voilà, je tente deux grosses cotes. Et non, enfin, Alexa Bliss, elle est pas annoncée dans le Rumble, mais moi, je suis certain qu'elle y sera. Là, par contre, ouais, j'ai aucun doute là-dessus sur sa présence dans le Rumble. De là, elle a donné vainqueur. Là, j'avoue que, ouais, tu tentes des très grosses cotes, quoi. Là, il y a moyen de faire du cash, là, sur cette cote-là, si ça se concrétise. Moi, T'attaques qui alors? je suis bien embêté, hein. Chez les filles, en fait, moi, je suis parti sur Rhea Ripley. Je me dis qu'il faut relancer Rhea Ripley, etc., que le Rumble, c'est peut-être une belle occasion. Et qu'on a besoin qu'elle soit définitivement relancée en solo, etc. Donc j'aurais bien envie de mettre un petit billet sur Rhea Ripley. Et puis chez les hommes, alors là, chez les hommes, je suis hyper emmerdé, hein. Alors là, j'avoue que chez les hommes, le seul truc sur les femmes, j'ai pas envie que le Rumble match atterrisse dans les mains d'une des Four Horsewomen, tu vois. J'aimerais bien que ça soit autre chose. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vote pour Rhea Ripley. Bah, Euh, elles en ont gagné qu'une chacun finalement, hein. Enfin, qu'il y en a que deux qui l'ont gagné. Il y a que oui, c'est Charlotte vrai, c'est vrai, c'est vrai. et Becky, hein, au final. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que Sacha n'a pas gagné, et Bayley non plus. Ah, et on n'a pas Ah, pensé aussi Bayley, sur tiens, j'ai oublié qu'on a oublié Bayley. Bayley. Bayley, Aïe. ben ouais, là. Bayley, c'est vrai que Bayley, ça se trouve, ça va être le gros retour surprise chez les femmes, hein. Ça Moi, serait ça bien. me... Et moi, Bayley, j'achète direct, hein, pour le En coup. tout cas, elle va à la salle, hein. Elle va à la salle et tout. Elle a repris l'entraînement et tout, hein. Donc, je sais pas si elle est apte à catcher après, mais en tout cas, en termes de retour en forme, elle est là. Mais c'est vrai que Bayley, ça va être aussi un sacré nom. Ouais, moi j'aurais aimé juste, ouais, les Force Horsewomen parce que les Force Horsewomen, si tu veux, elles ont même plus besoin de ça, quoi. Elles ont même plus besoin du Rumble pour être installées, quoi. Même Bayley, tu vois, si elle revient, elle peut faire autre chose sans passer par la case, je gagne le Rumble, quoi. Elle peut faire autre Hmm. chose. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça pour ces quatre-là. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais que ça soit sur un autre nom qu'on mise. C'est pour ça l'année dernière j'étais très content avec le Bianca Belair. Le back-to-back il est gonflé mais il est pas irréalisable non plus. Et donc voilà. Mais chez les mecs, alors là chez les mecs c'est un vrai souci. J'ai du mal à extirper un nom en fait. Pendant un temps j'avais pensé à Damian Priest. Après j'avais pensé à ouais, j'avais pensé à Lashley en fait avant. Pour moi en fait Lashley c'était le plus naturel. Et puis bah il y en a un que je tente tous les ans. Alors lui aussi qui a une grosse cote, hein, mais que je tente tous les ans. J'avais tenté l'année dernière, j'avais tenté l'année d'avant et je vais retenter cette année. Bah ça va être Kevin Owens. Voilà, Ah oui. je vais tenter l'affaire encore une fois. Pour moi en plus. Il a tellement une tête à être un vainqueur de Rumble, quoi. Enfin, je veux dire, ça lui irait tellement bien après toute la promo qu'il y a à faire à dérouler jusqu'à WrestleMania en attaquant le champion en titre et tout. Mais pour lui, ça serait tellement du gâteau, Kevin Owens. Et pour les téléspectateurs et les spectateurs, ça serait tellement du bonheur que, ouais, avoir Kevin Owens vainqueur du Rumble, moi, j'adorerais ça, quoi. Donc écoute, voilà, ça va être ça sur mes billes. J'ai donné ma note, ouais, j'ai donné ma note, hein, je crois que j'avais dit. Un Un 3, 3. t'avais dit. Un 3, ouais. Donc voilà, bah écoute, de toute façon, le Rumble, on va encore en parler. On a encore toute la semaine prochaine pour en parler avec les Go Home Show, les pronos. Le Royal Rumble 2022, c'est le 29 janvier. C'est un samedi soir, donc ça c'est assez sympa. C'est plutôt bien pour le public européen, en tout cas déjà, C'est sympa d'avoir pour le regarder. voilà, ouais, d'avoir c'est un pay-per-view, un premium live event un samedi soir. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah écoutez, pour retrouver la team
catch-up partout pour avoir toutes ces reviews, et en particulier celle du Royal Rumble qui est une review très attendue. Chaque année, vous pouvez nous retrouver la communauté catch-up sur le Discord. Vous pouvez trouver tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha, le site officiel catchup.lepodcast.fr, les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partenaire gériatrique of the day. Merci, mon papy, tu vas pouvoir retourner à ta camomille. Merci, tonton. Bah oui, je vais retourner à ma glandouille dominicale. Hein. Eh ben écoutez, peuple de catch-up, c'est sur cette glandouille dominicale qu'on va vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, une grosse hype pour le Royal Rumble. On vous fait les bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Et salut peuple de catch-up. Donc on disait quoi en antenne le Rock, ah oui, le Rock a sa marque de chaussures comme LeBron James et Michael Jordan. Voilà, et il a réussi à la foutre à l'UFC. Donc, et viré, je crois que c'est Reebok qui était là avant et qui s'est fait botter le cul pour laisser la place au Rock. Bravo The Rock. Il lui reste plus qu'à faire la même chose avec Donald Trump en 2024. Il est plus là déjà, tu sais. Hein. Tonton, t'es Ah, pas au fait de l'actualité. Ah ouais, non mais moi j'en ai été resté à qui là déjà? Ah oui, Donald Trump. Ah ouais, effectivement, ouais, cet homme est parti.